Merci. Je voudrais vous faire partager donc un rêve parce que les chercheurs... J'appuie là, c'est ça? Pour pointer, d'accord. Les chercheurs, effectivement, peuvent nous faire voir des choses assez extraordinaires. Et comme l'a évoqué tout à l'heure la ministre, il y a des étapes clés dans cette recherche. Et donc, en fait, je voudrais vous faire partager ce travail de fourmi qui va de l'idée expérimentale jusqu'à un travail de recherche sensationnelle et jusqu'à cette impulsion que nous donnent les malades et qui parfois, nous qui sommes les soignants et les chercheurs, nous sommes surpris de la compétence des malades. Le patient expert n'est pas un mythe dans ce domaine. Donc en fait, l'avantage qu'on a, les désavantages dans le cadre des maladies rares, c'est que les défauts génétiques s'impriment de façon très claire dans la forme, dans la structure, dans la couleur des dents et du squelette. En gros, quand on a une anomalie génétique au cours de la croissance, toute sa vie, on va avoir des défauts squelettiques. Donc en fait, je voudrais vous faire ces petites promenades d'un premier conte qui est encore inachevé et qui est la question de faire repousser des dents à des patients qui sont dépourvus de germes dentaires pour des raisons génétiques. Et un deuxième objectif, reminéraliser le squelette, qui lui est concrètement appliqué dans plus d'une centaine de malades aujourd'hui, les choses ayant débuté au niveau clinique depuis 2014-2015 sur un plan international. Donc en fait, on va résumer. Donc l'idée, c'est des signes cliniques, la découverte de mutations d'un gène, de voies moléculaires. Et donc la question qui se pose, c'est peut-on, à partir de là, fabriquer un médicament ? Et donc tout le travail que l'on va constituer, c'est de comprendre les mécanismes de cette maladie, générer un médicament qui soit intelligent, qui va par exemple être délivré dans le bon site et au bon moment, et qui implique des essais précliniques avec des cellules, avec des modèles animaux, des essais cliniques, et qui apporte en fait le Graal, à savoir la guérison de cette maladie rare. Cette longue marche est encore inachevée pour une protéine, l'ectodysplasine, qui est anormale à cause de la mutation du gène et qui génère donc une pathologie que l'odontologiste que nous sommes, donc au centre de référence de Rothschild et donc dans les 16 sites que nous avons actuellement en France et de par le monde, une chose évidente, c'est une absence des germes dentaires. Et d'autre part, ces patients qui ont la mutation de ce gène ont des anomalies au niveau de la peau, de la pilosité, des glandes sudoripares. C'est une maladie qui s'appelle la dysplasie ectodermique. Diapositive suivante. Donc ça va toucher dans certaines formes génétiques une molécule, EDA, plus spécifiquement EDA1. Et en fait, les chercheurs ont identifié l'impact de cette molécule dans la formation des dents et généré un médicament qui fait repousser les dents. Alors cette maladie, vous la voyez ici, donc des anomalies dentaires de nombre qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle une anodontie, c'est-à-dire une absence complète des germes dentaires, et ces défauts que nous avions évoqués sur l'ensemble de ce qu'on appelle les phanères, c'est-à-dire les dérivés ectodermiques qu'on retrouve sur la peau. Donc c'est une maladie qui est en fait une famille de maladies qui est établie par 3 signes, les cheveux, les dents, et cette anomalie de sueur qui peut provoquer des poussées thermiques dans le jeune âge et parfois être à l'origine de causes de mortalité chez l'enfant. Donc cette pathologie est associée à plusieurs mutations. Par chance, vous le verrez, la forme majoritaire correspond à la mutation de l'ectodysplasine A1 qui est portée par le chromosome sexuel X, qui fait que les mamans sont porteuses avec des signes frustres et que les petits garçons ont la maladie la plus caractéristique et la plus marquée. Donc en fait, qu'a découvert la recherche? Eh bien que ce gène fabriquait un peptide qui est transporté, qui va reconnaître des tissus, qui vont alors répondre en provoquant une réaction moléculaire en chaîne et stimuler le développement des dérivés de la peau, les dents, les glandes de la sueur et les cheveux. Donc en fait, la question qui se pose, c'est puisque ce peptide, comme vous le voyez ici, est quelque chose qui va circuler dans le corps, est-ce qu'on peut finalement utiliser ce peptide corrigé comme un médicament qui se substituera à la forme anormale liée à la mutation?
Alors, comme le disait très justement notre ministre, qui a une très forte sensibilité sur la recherche par tout son passé assez extraordinaire en génétique notamment, eh bien, on a en fait d'abord découvert le médicament chez la souris. Et il y a une petite souris qui duplique la pathologie humaine. On a donc, grâce à leur compréhension des mécanismes, conçu le médicament, qui est la forme normale du peptide, injecté ce médicament aux femelles gestantes et observé les nourrisseaux. Et vous voyez ici les poils normaux, la pathologie, les poils qui repoussent, et vous voyez aussi ce germe dentaire qui réapparaît chez ces petites souris. Ceci a conduit à un brevet suisse. Les Suisses ne se sont pas arrêtés là. Ils ont travaillé aussi chez le gros animal et montré, vous voyez ici, le chien témoin et le chien atteint de cette mutation spontanée qui mime la situation clinique humaine. Injectez ce peptide à nouveau et vous pourrez constater ici que vous avez une absence de dents, alors qu'ici on se retrouve avec l'injection du peptide médicament dans la même situation que dans la situation témoin. Alors cette découverte, diapositive suivante, a fait un peu le tour de la Suisse et de l'Europe parce que les gens qui avaient trouvé le brevet ne trouvaient pas de financement pour continuer la recherche. Donc finalement, ils ont vendu leur licence à une entreprise. Donc première étape de la Suisse aux USA. Et donc, Edimer, qui est une entreprise américaine, a acheté le brevet et a développé, avec les capitaux risques, qui est une tradition dans l'Amérique du Nord, toute une série d'études. Ils ont injecté, après la naissance, 11 garçons avec des résultats modérés. Il y avait bien sûr un registre international et la participation de beaucoup de pays, notamment la France et l'Allemagne. Et en Allemagne, il a été procédé à une deuxième phase d'essais cliniques qui sont possibles sur des dispositifs réglementaires spécifiques à ce pays. Et ils ont fait une injection anténatale, obtenant ainsi en fait des résultats tout à fait prometteurs, repousser des germes dentaires, etc. Donc en fait, que se passe-t-il? Eh bien, il faut bien comprendre que la recherche est dépendante du financement. Et en fait, il y a eu un épuisement des ressources nord-américaines, ce qui fait que cette deuxième phase est un retour en Suisse actuellement, où le projet va être repris dans une fondation qui, cette fois-ci, est une fondation à la fois avec une approche à la fois caritative, qui s'appuie sur les associations de malades. Et en fait, ça repart. Et en fait, on peut penser que ce chemin de route de la recherche va aboutir prochainement, ce qui est quand même un énorme espoir. Donc là, ce qu'il faut noter dans cette expérience aussi, et dans cette aventure, c'est que les malades ont été extrêmement actifs, puisqu'il y a un consortium des associations européennes et étrangères, plus largement sur la dysplasie ectodermique, qui ont été des moteurs déterminants dans cette maladie. Et moi qui suis de formation odontologique, je peux vous dire que le rêve d'un chirurgien, c'est de ne pas avoir à opérer. Et donc, quand nous avons à poser des implants qui sont remboursés très partiellement, des prothèses, et que nous suivons ces patients tout le long de leur croissance pour leur redonner une forme absolument habituelle, et donc de lutter contre le problème de qualité de vie, eh bien, l'apparition d'un médicament est une victoire contre l'adversité de la génétique. Diapositive suivante. Alors, une autre aventure, eh bien, c'est la saga de l'hypophosphatasie. En effet, la rigidité du squelette est liée à la structure du minéral, c'est-à-dire que nos protéines sont imprégnées de cristaux d'apatite, diapositive suivante, qui sont un assemblage de calcium, de phosphate et d'hydroxyle. Et donc, en fait, il y a une petite enzyme qui s'appelle la phosphatase alcaline, qui est un ciseau à phosphate et qui est absolument requise pour que se produise ce phénomène d'assemblage qui aboutit, vous voyez ici, au minéral, à la cristal d'apatite dans le squelette. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a identifié bien sûr la mutation du gène codant pour la phosphatase alcaline. Et il faut savoir que l'hypophosphatasie est une maladie extrêmement diverse dans son expression clinique. Ça peut aller de fractures intra-utéro et de mortalité sans traitement dans les premiers 3 mois et les quelques années de la vie, avec des situations terribles.
Et ça peut aller jusqu'à des situations plus frustres où on aura simplement une fragilité osseuse moins importante. Et je voudrais partager avec vous ce témoignage de cet enfant qui a donc bénéficié de l'injection de phosphatase alcaline. Et donc le pédiatre à la naissance lui dit il ne pourra pas marcher ni grandir comme les autres enfants, il n'y a pas de traitement. Et vraisemblablement à 3 ans, Braham ne sera plus là. Et donc, en fait, effectivement, à 1 an, Braham a bénéficié de cette injection. Et en fait, que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, il a 9 ans, il adore aller à l'école. Ce qui l'embête surtout, c'est en fait le nom de sa maladie qui est extrêmement compliqué, l'hypophosphatasie, et qui l'empêche malgré tout de jouer au foot. Donc ce résumé-là pour vous dire que actuellement, dans le cadre de l'hypophosphatasie, il y a plus de 100 patients qui ont bénéficié de ce traitement. Mais attention, un médicament orphelin, c'est à usage en grande précaution. Ainsi, que se passe-t-il? Eh bien, je fais partie, vous l'avez compris, d'un réseau centré sur la cavité buccale, les maladies orales et dentaires. Et donc je dirais que nous sommes un peu les dépisteurs. Et nous travaillons dans un réseau national, diapositive suivante, et que ce travail, par exemple, sur l'hypophosphatasie, que je vous ai illustré tout à l'heure, va être piloté par une approche pédiatrique du Centre de référence maladies rares MOC, des maladies osseuses constitutionnelles, qui elles aussi ont un réseau national, et qui donc, à partir de ce dépistage, vont cadrer l'injection, le suivi clinique, la prescription, et donc bien évidemment, ce type de traitement demande ce maillage territorial et ce soutien que nous apportent les ministères de la recherche et de la santé. Diapositive suivante. Donc en fait, la recherche biomédicale est une belle aventure. Là, c'est une provocation pour les jeunes esprits qui sont curieux. Il faut être curieux, il faut être travailleur parce que ça peut mettre 30 à 40 ans ou 5 ans ou 2 ans. Et donc venez dans les laboratoires, les chercheurs cherchent et aujourd'hui, les chercheurs trouvent. Donc ce travail est bien sûr un travail de collaboration et donc je partage avec Muriel de la Durmolla la direction de Rothschild, du CRMR et avec mes collègues de Strasbourg, Marie-Cécile Manière et Angel Bozupan, nous tentons de répondre aux besoins de ces patients et ce que nous aimerions aussi, là c'est un dernier témoignage de l'odontologiste qui vous parle, du chirurgien dentiste, c'est que la prise en charge par la société du remboursement des soins qui, vous voyez, peuvent être parfois inutiles quand il y a un médicament, mais malheureusement, ce sont 2 cas précis par rapport à des centaines de maladies, et bien que cette prise en charge soit plus large et que donc le patient atteint d'une maladie rare orale et dentaire ne soit pas traité comme un patient ordinaire qui n'aurait pas brossé ses dents. Merci beaucoup de votre attention.